L'objectif de cette vidéo est de faire un point sur un théorème qui s'appelle le théorème de la bijection continue, que vous avez vu l'année dernière sous le nom du théorème de la valeur intermédiaire, lorsqu'on avait une fonction continue strictement monotone. Donc il s'agit quelque part de remettre un peu au goût du jour ce théorème dans le cadre du chapitre précédent, qui parlait d'applications injectives, surjectives, bijectives. Donc on a trois hypothèses à vérifier pour ce théorème, qui sont assez classiques dans l'analyse. Déjà, on doit travailler sur un intervalle. L'application f doit être continue et strictement monotone sur ce même intervalle. Alors, sous ces trois hypothèses-là, on peut obtenir 3 points. Le premier point, c'est que l'ensemble image est un intervalle. L'ensemble image, c'est l'image de tous les éléments de i, c'est l'ensemble f de i, l'image directe de i, c'est donc un intervalle. Que l'application définie sur j à valeur dans son ensemble image est une application bijective. Donc c'est très important de remplacer ici l'ensemble d'arrivée par son ensemble image, sinon l'application ne va être qu'injective, donc c'est vraiment très important. Et l'application réciproque qui existe puisque f est bijective est une application qui elle-même est continue, strictement monotone, et qui a la même monotonie que f. Alors, je ne vais pas démontrer ce résultat, je vais me contenter de quelques explications sur les conclusions, des explications que je peux obtenir avec ce qu'on sait déjà faire grâce au chapitre précédent. Alors, je vais me placer dans des hypothèses à peine plus restrictives. Je vais supposer que la fonction est continue sur un intervalle i et qu'elle est strictement croissante sur i. Donc je vais remplacer la stricte monotonie par la stricte croissance. Vous pouvez évidemment faire le même type de démonstration en supposant que f est strictement décroissante. Donc, dans cette partie-là. Alors, je vais démontrer que sous ces hypothèses, continuité, stricte croissance et intervalle, l'application f, elle est d'une part injective. Donc, je vais démontrer que cette application est injective en revenant aux définitions du cours. On va se donner a et b, deux éléments de i. Et plutôt que de démontrer que f de a égale f de b implique que a est égal à b, je vais démontrer que a différent de b implique que f de a est différent de f de b. Alors là, vous devez vous dire, mais quelle mouche le pique? En général, on fuit le symbole différent comme la peste. Là, qu'est-ce qui lui prend de travailler avec des différents? Alors là, il y a une bonne raison pour laquelle je vais travailler avec différents. C'est parce qu'on a un sous-ensemble de R et une application qui est strictement monotone. Donc on travaille dans R, et dans R, le symbole différent, on sait le manipuler, on sait que ça revient à distinguer deux cas. Premier cas, si A est strictement plus petit que B, et deuxième cas, si A est strictement plus grand que B. Comme R est totalement ordonné, on est forcément dans l'une de ces possibilités. Comme j'ai supposé que la fonction f était strictement croissante, alors, si A est strictement plus petit que B, on obtient que f de A est strictement plus petit que f de B, donc, en particulier, que f de A est différent de f de B. Et par le même argument, comme f est strictement croissante, si A est strictement plus grand que B, f de A sera strictement plus grand que f de B, donc f de A sera différent de f de B. La disjonction de cas est complète, on a bien démontré que A soit plus petit que B ou strictement plus grand que B, on a bien f de A qui est différent de f de B, donc on a bien démontré cette implication-là, donc on vient bien de démontrer que f est une application qui est injective. Alors pour la surjectivité, là il n'y a aucune difficulté particulière, puisque l'application f, elle est définie sur i à valeur dans f de i qui est égal à j. Donc cette application, vu la nature de l'ensemble d'arrivée, qui est l'ensemble des images de l'ensemble de départ, est directement surjective. Je vous rappelle qu'on a une caractérisation de la surjectivité qui dit une application est surjective si son ensemble d'arrivée, c'est l'image directe de l'ensemble de départ par la fonction f, ce qui est directement le cas ici. Donc elle est directement surjective. Ce qui nous permet de dire que comme elle est injective et surjective, l'application f qui est définie sur i à valeur dans j est bel et bien une application bijective.
Donc là, avec ce qu'on a supposé, on a bien réussi à démontrer que cette application est bijective. N'oubliez pas que quand vous parlez d'application bijective, vous devez bien préciser quel est l'ensemble de départ et quel est l'ensemble d'arrivée. Parce qu'en modifiant les ensembles de départ et d'arrivée, on a vu qu'on modifie l'injectivité et la surjectivité de la fonction. Donc ce point-là est éclairci, on a bien démontré que f est une application bijective. On va aussi vérifier et démontrer, ça nous fait faire des petits raisonnements, que l'application f elle est bien strictement monotone, de même monotonie que f. Donc là, je vais conserver les hypothèses de tout à l'heure. Donc je vais supposer que f croît strictement. Hein. Donc je vais l'écrire, je l'avais dit tout à l'heure, là je l'écris explicitement. Supposons f strictement croissante. Et ce que j'aimerais démontrer, c'est que l'application f-1 est aussi strictement croissante. Alors ça pose un problème de fond, puisque on ne connaît pas l'application f-1. On sait qu'elle existe, on a démontré que cette application f est bijective, mais on ne connaît pas l'application f-1. Ce qu'on sait, c'est que f-1 est défini sur l'ensemble d'arrivée de f, à valeur dans l'ensemble de départ de f. Pour démontrer que cette application est strictement croissante, on va se donner deux nombres x, y appartenant à j, et on va supposer que x est par exemple strictement plus petit que y. Nous, ce qu'il s'agit de faire, c'est de démontrer que f-1 de x est strictement plus petit que f-1 de y. Alors comme on ne connaît pas f et f-1 et que la seule chose qu'on connaît c'est f, je vais raisonner par l'absurde. Je vais dire, supposons par l'absurde, supposons que, eh bien, on n'a pas f-1 de x qui est strictement plus petit que f-1 de y, c'est-à-dire supposons par l'absurde qu'on a cette relation-là. Je vais simplement indiquer et raisonnons par l'absurde. Alors maintenant j'ai une inégalité et une fonction f qui est supposée strictement croissante. Donc je vais pouvoir appliquer f à cette relation. Donc par hypothèse sur f, on a donc, vu cette inégalité et vu la stricte monotonie de f, on a donc f de f-1 de x qui est supérieur ou égal à f de f-1 de y. Or quand on compose f avec f-1, on obtient l'application identité. Donc, identité de x va donner x, et identité de y va donner y. J'obtiens donc que x est supérieur ou égal à y, et, avec ce que j'ai écrit ici, et ce que j'ai supposé, x est strictement plus petit que y. Cette conjonction est absurde, puisque j'obtiens une propriété et son contraire. Moralité, c'est la supposition qu'on a faite qui est fausse. On avait supposé que f-1 de x était supérieur ou égal à f-1 de y. C'est donc sa négation qui est vraie. Sa négation, c'est f-1 de x qui est strictement plus petit que f-1 de y. Finalement, j'ai pris deux nombres réels de l'intervalle j strictement ordonnés. J'ai démontré que leurs images par f-1 étaient strictement ordonnées dans le même sens. On vient donc bien de démontrer que f-1, tout comme f, croît strictement sur l'intervalle j. Ce qui permet bien de montrer que l'application f-1, elle est bien strictement monotone et elle possède la stricte monotonie de la fonction f. Effectivement, si vous faites la même démonstration avec strictement décroissant, la démonstration fonctionne de la même façon. Alors, on va continuer en voyant quel est l'intérêt de ce théorème, qu'est-ce qu'il peut nous permettre de faire, et on va faire un petit exercice pour illustrer son application. Le principal commentaire que j'ai envie de faire sur le théorème de la bijection continue, c'est que c'était un théorème qui fait partie de la catégorie des théorèmes existentiels. C'est-à-dire qu'il fournit l'existence d'un nouvel objet mathématique, ici la bijection réciproque, existentielle dans le sens où il nous prouve l'existence de cette fonction réciproque, il ne nous fournit pas de moyens de le calculer. Mais il nous donne une condition suffisante de l'existence de cette bijection réciproque. Cette condition suffisante, c'est simplement être une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle de R. Sous cette condition-là, eh bien, on peut définir la bijection réciproque de f. On n'a pas de moyen explicite a priori de la calculer. Pour la calculer, il faudrait être capable de résoudre l'équation y égale f de x d'inconnu x, c'est-à-dire trouver explicitement quels sont les antécédents de y. Mais on verra que dans la pratique, ceci n'est
pas souvent possible, et donc on a besoin de ces fameux résultats existentiels qui nous permettent de dire que l'objet existe, bien qu'on ne soit pas toujours capable de calculer. Pendant les vacances, vous avez vu un autre théorème existentiel majeur, hein, c'est le fait que toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives sur cet intervalle, et que ces primitives sont représentables sous forme intégrale. Là encore une fois, on n'est pas forcément capable de calculer toujours ces intégrales, mais on est capable de montrer l'existence d'un objet sur un intervalle donné. On va évidemment faire un exercice pour prendre la main sur les hypothèses et voir comment se rédige l'application du théorème. Dans cet exercice, nous allons montrer que la fonction f, qui a t à ceci t moins sinus t, définit une bijection de R dans R. Pour ça, on va appliquer le théorème de la bijection continue, puisqu'on travaille sur R qui est bien un intervalle de R. Et pour montrer que cette application elle induit une bijection de R dans R, on va simplement vérifier les hypothèses de ce théorème. Donc on va déjà voir que cette fonction f, d'une part, on a a priori f continue sur R. Il n'y a aucun problème pour la continuité, c'est une somme de fonctions continues. C'est une somme de fonctions continues sur R tout entier. Première hypothèse qu'on dégage. Deuxième hypothèse, on doit étudier la monotonie de la fonction f. On doit montrer que cette fonction est strictement monotone. Alors, je vais dire que f est dérivable sur R pour les mêmes raisons. C'est une somme de fonctions dérivables, et on va calculer la dérivée. Donc, pour tout nombre réel t, comme f est la somme d'une fonction dérivable, sa dérivée, c'est la somme des dérivées de la fonction t, qui se dérive en 1, et de la fonction sinus, qui se dérive en cosinus. Donc le signe de la dérivée est assez facile à obtenir. Il est positif ou nul, puisque la fonction cosinus est comprise entre moins 1 et 1. Donc 1 moins cosinus t est nécessairement positif. Alors néanmoins, on doit montrer que cette application est strictement monotone. Donc pour établir la stricte croissance, je vous rappelle que être strictement positif pour une dérivée est une condition suffisante pour être strictement croissante. Ça n'est pas du tout une condition nécessaire. Il faut simplement que la fonction dérivée ne s'annule qu'en des points isolés, c'est-à-dire des points qui ne forment pas un intervalle non trivial. Or, on peut noter que f' de t est égal à 0, si et seulement si le cosinus de t est égal à 1. Or, le cosinus de t est égal à 1 si et seulement si t appartient à l'ensemble 2πz, c'est-à-dire c'est un multiple entier de 2π. Ce qui veut donc dire que la dérivée elle ne s'annule qu'en des points qui sont distants de 2π. Donc f' ne s'annule qu'en des points isolés. Qu'en des points isolés, des points qui ne forment pas un intervalle non trivial. On a vu que si la dérivée est positive ou nulle et que la dérivée ne s'annule qu'en des points isolés, on en déduit que f est une application qui croît strictement sur l'intervalle R. Alors on va s'empresser de tresser le tableau de variation de la fonction. Donc, il ne va pas être très compliqué puisque la fonction est croissante. Et pour déterminer le fameux intervalle J qui nous intéresse ici, on va regarder ce qui se passe aux extrémités de l'intervalle, étant donné qu'elle est croissante. Donc, on fait notre tableau des variations de f. Donc, on indique ici ce qui se passe aux bornes. Alors ce qui se passe aux bornes ne pose pas de difficulté particulière, puisque la fonction sinus est bornée, donc c'est t qui va imposer sa limite. Donc moins l'infini ici, plus l'infini ici. Vous pouvez aussi remarquer que la fonction était impaire, et donc il suffisait de calculer la limite en plus l'infini pour obtenir la limite en moins l'infini en exploitant l'imparité. Donc, le calcul des variations et la continuité indiquent que f de R est égal à R. Et que moralité, on peut maintenant appliquer le théorème, puisqu'on a vérifié ces hypothèses, par théorème de la bijection continue. Par théorème de la bijection
continue, on obtient que l'application f définie sur R à valeur dans R est une application bijective. Je peux dire que l'application f-1, donc, qui est définie sur R à valeur dans R elle-même, est également évidemment bijective. Elle est également continue d'après le théorème et elle est aussi strictement croissante. Alors on va maintenant tracer le graphe de la fonction f, de la fonction f-1, et comparer les deux graphes. Et comme dans le polycope du cours, on va s'apercevoir que ces deux graphes sont a priori symétriques par rapport à la droite d'équation y égale x. Donc voici le graphe de la fonction f, on a une application strictement croissante, on repère les points où la dérivée s'annule, c'est tous les points qui sont multiples de 2π, on les voit très clairement puisqu'on a une tangente qui est horizontale en chacun de ces points. Voilà maintenant le graphe de la bijection réciproque, qui, comme je l'ai indiqué, est symétrique par rapport à y égale x. On n'a qu'à tracer la droite d'équation y égale x pour s'apercevoir de cette symétrie. Donc, on ne connaît absolument pas l'expression de la bijection réciproque de f, mais on est capable d'accéder à sa monotonie, à sa continuité, à ses variations, et à son graphe, simplement en prenant la symétrie, le symétrique du graphe de f par rapport à la droite d'équation y égale x. Donc voilà comment s'utilise dans la pratique ce théorème existentiel. J'insiste bien sur ce point-là, hein, qui est un point sur lequel vous n'êtes pas habitué. Vous avez trop souvent dans la tête que la dérivée doit être strictement positive pour que l'application soit strictement croissante. Hein. Il n'en est rien. Il suffit que l'application soit à une dérivée qui soit positive ou nulle, et à une dérivée qui ne s'annule qu'en des points isolés. Peut-être avec un S à isoler quand même, c'est mieux. Voilà, hein, pour ce point sur le théorème de la bijection continue. Le principal commentaire que j'ai envie de faire sur le théorème de la bijection continue, c'est que c'était un théorème qui fait partie de la catégorie des théorèmes existentiels. C'est-à-dire qu'il fournit l'existence d'un nouvel objet mathématique, ici la bijection réciproque, existentielle dans le sens où il nous prouve l'existence de cette fonction réciproque, il ne nous fournit pas de moyens de le calculer. Mais il nous donne une condition suffisante de l'existence de cette bijection réciproque. Cette condition suffisante, c'est simplement être une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle de R. Sous cette condition-là, eh bien, on peut définir la bijection réciproque de f. On n'a pas de moyen explicite a priori de la calculer. Pour la calculer, il faudrait être capable de résoudre l'équation y égale f de x d'inconnu x, c'est-à-dire trouver explicitement quels sont les antécédents de y. Mais on verra que dans la pratique, ceci n'est pas souvent possible, et donc on a besoin de ces fameux résultats existentiels qui nous permettent de dire que l'objet existe, bien qu'on ne soit pas toujours capable de calculer. Pendant les vacances, vous avez vu un autre théorème existentiel majeur, hein, c'est le fait que toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives sur cet intervalle, et que ces primitives sont représentables sous forme intégrale. Là encore une fois, on n'est pas forcément capable de calculer toujours ces intégrales, mais on est capable de montrer l'existence d'un objet sur un intervalle donné. On va évidemment faire un exercice pour prendre la main sur les hypothèses et voir comment se rédige l'application du théorème. Dans cet exercice, nous allons montrer que la fonction f, qui a t associé t moins sinus t, définit une bijection de R dans R. Pour ça, on va appliquer le théorème de la bijection continue, puisqu'on travaille sur R qui est bien un intervalle de R. Et pour montrer que cette application elle induit une bijection de R dans R, on va simplement vérifier les hypothèses de ce théorème. Donc on va déjà voir que cette fonction f, d'une part, on a a priori f continue sur R. Il n'y a aucun problème pour la continuité, c'est une somme de fonctions continues. C'est une somme de fonctions continues sur R tout entier. Première hypothèse qu'on dégage. Deuxième hypothèse, on doit étudier la monotonie de la fonction f. On doit montrer que cette fonction est strictement monotone. Alors, je vais dire que f est dérivable sur R pour les mêmes raisons.
c'est une somme de fonctions dérivables, et on va calculer la dérivée. Donc pour tout nombre réel t, comme f est la somme d'une fonction dérivable, sa dérivée, c'est la somme des dérivées de la fonction t, qui se dérive en 1, et de la fonction sinus, qui se dérive en cosinus. Donc le signe de la dérivée est assez facile à obtenir. Il est positif ou nul, puisque la fonction cosinus est comprise entre moins 1 et 1. Donc 1 moins cosinus t est nécessairement positif. Alors néanmoins, on doit montrer que cette application est strictement monotone. Donc pour établir la stricte croissance, je vous rappelle que être strictement positif pour une dérivée est une condition suffisante pour être strictement croissante. Ça n'est pas du tout une condition nécessaire. Il faut simplement que la fonction dérivée ne s'annule qu'en des points isolés, c'est-à-dire des points qui ne forment pas un intervalle non trivial. Or, on peut noter que f' de t est égal à 0, si et seulement si le cosinus de t est égal à 1. Or, le cosinus de t est égal à 1 si et seulement si t appartient à l'ensemble 2πz, c'est-à-dire c'est un multiple entier de 2π. Ce qui veut donc dire que la dérivée, elle ne s'annule qu'en des points qui sont distants de 2π. Donc f' ne s'annule qu'en des points isolés. Quand des points isolés, des points qui ne forment pas un intervalle non trivial. On a vu que si la dérivée est positive ou nulle et que la dérivée ne s'annule qu'en des points isolés, on en déduit que f est une application qui croît strictement sur l'intervalle R. Alors on va s'empresser de tresser le tableau de variation de la fonction. Donc, il ne va pas être très compliqué puisque la fonction est croissante. Et pour déterminer le fameux intervalle J qui nous intéresse ici, on va regarder ce qui se passe aux extrémités de l'intervalle, étant donné qu'elle est croissante. Donc on fait notre tableau des variations de f. Donc, on indique ici ce qui se passe aux bornes. Alors ce qui se passe aux bornes ne pose pas de difficulté particulière, puisque la fonction sinus est bornée, donc c'est t qui va imposer sa limite. Donc moins l'infini ici, plus l'infini ici. Vous pouvez aussi remarquer que la fonction était impaire, et donc il suffisait de calculer la limite en plus l'infini pour obtenir la limite en moins l'infini en exploitant l'imparité. Donc, le calcul des variations et la continuité indiquent que f de R est égal à R. Et que moralité, on peut maintenant appliquer le théorème, puisqu'on a vérifié ces hypothèses, par théorème de la bijection continue. Par théorème de la bijection continue, on obtient que l'application f définie sur R à valeur dans R est une application bijective. Je peux dire que l'application f-1, donc qui est définie sur R à valeur dans R elle-même, est également évidemment bijective. Elle est également continue d'après le théorème, et elle est aussi strictement croissante. Alors on va maintenant tracer le graphe de la fonction f, de la fonction f-1, et comparer les deux graphes. Et comme dans le polycope du cours, on va s'apercevoir que ces deux graphes sont a priori symétriques par rapport à la droite d'équation y égale x. Donc voici le graphe de la fonction f, on a une application strictement croissante. On repère les points où la dérivée s'annule, c'est tous les points qui sont multiples de 2π. On les voit très clairement puisqu'on a une tangente qui est horizontale en chacun de ces points. Voilà maintenant le graphe de la bijection réciproque, qui, comme je l'ai indiqué, est symétrique par rapport à y égale x. On n'a qu'à tracer la droite d'équation y égale x pour s'apercevoir de cette symétrie. Donc, on ne connaît absolument pas l'expression de la bijection réciproque de f, mais on est capable d'accéder à sa monotonie, à sa continuité, à ses variations, et à son graphe, simplement en prenant la symétrie, le symétrique du graphe de f par rapport à la droite d'équation y égale x. Donc voilà comment s'utilise dans la pratique ce théorème existentiel. J'insiste bien sur ce point-là, hein, qui est un point sur lequel vous n'êtes pas habitué. Vous avez trop souvent dans la tête que
la dérivée doit être strictement positive pour que l'application soit strictement croissante. Hein. Il n'en est rien. Il suffit que l'application soit à une dérivée qui soit positive ou nulle, et à une dérivée qui ne s'annule qu'en des points isolés. Peut-être avec un S à isoler quand même, c'est mieux. Voilà, pour ce point sur le théorème de la bijection continue.